Lorsque le lieutenant-colonel Peter Norman Nissen se promena à travers les chantiers de construction boueux près d'Ypres au début de 1916, il ne pensait pas à l'histoire architecturale. Il regardait des soldats britanniques mourir d'exposition en attendant un abri approprié. Le front occidental avait dévoré les méthodes de construction traditionnelles. Le bois était rare, les charpentiers qualifiés étaient dans les tranchées et chaque structure devait résister aux bombardements. Nissen, un ingénieur minier né au Canada avec les Royal Engineers, avait passé des mois à observer comment des feuilles de tôle ondulées gisaient abandonnées près des dépôts de ravitaillement parce que personne ne savait quoi en faire. Ces panneaux métalliques courbes, initialement destinés à la toiture, s'accumulaient pendant que les hommes grelottaient dans des tentes en toile qui s'effondraient sous la neige. Le génie de la solution de Nissen n'était pas la complexité. C'était une simplicité brutale. Il prit ces feuilles ondulées et les plia en demi-cylindre, créant une structure qui ne nécessitait aucun support interne et pouvait être érigée directement sur le sol. En mars 1916, il assembla le premier prototype à Ypres en n'utilisant que des outils standards et une équipe de 6 soldats qui n'avaient jamais rien construit auparavant. La structure fut montée en moins de 4 heures. Lorsque Nissen présenta sa conception au commandement de l'armée britannique, il fit une promesse qui changea tout. N'importe quel fantassin avec des instructions de base pouvait la construire en 3 jours et les matériaux pouvaient être transportés sur un seul camion. L'armée britannique testa immédiatement le concept au port de Richborough où la 172e compagnie de tunneliers érigea 20 baraques en avril 1916. Chaque baraque mesurait 16 pieds de large et utilisait environ 600 pieds carrés d'acier ondulé. La conception courbe signifiait que la pluie et les éclats d'obus glissaient au lieu de pénétrer et l'absence de murs verticaux éliminait les points faibles où les obus pouvaient accrocher et déchirer. En juin 1916, les baraques Nissen apparaissaient dans tous les secteurs britanniques du front occidental. Le ministère de la Guerre passa sa première commande massive en août. 10 000 unités à fabriquer et expédier avant l'hiver. Ce qui rendait la baraque Nissen révolutionnaire n'était pas seulement la vitesse. C'était l'élimination de la main-d'œuvre qualifiée de l'équation. La construction militaire traditionnelle nécessitait des charpentiers, des maçons et des ingénieurs. La conception de Nissen n'avait besoin de rien de tout cela. Les feuilles ondulées arrivaient pré-percées avec des trous espacés exactement de 14 pouces. Les murs d'extrémité en bois arrivaient sous forme de panneaux préfabriqués. La fondation était optionnelle. Les équipes pouvaient boulonner la baraque directement à des traverses en bois ou même à de la terre tassée si nécessaire. Un sergent et 5 soldats pouvaient décharger les matériaux, disposer la base et avoir la structure étanche avant la tombée de la nuit. Pendant la bataille de la Somme à la fin de 1916, les unités de construction érigeaient des baraques Nissen à portée d'artillerie, fournissant un abri immédiat pour les blessés évacués des lignes de front. Les dimensions de la baraque étaient de calculer pour une efficacité maximale. La largeur de 16 pieds permettait 2 rangées de couchettes avec une allée centrale, hébergeant 30 hommes confortablement ou 50 dans des conditions d'urgence. Le toit courbe, s'élevant à environ 15 pieds à son sommet, fournissait suffisamment d'espace vertical pour que les hommes puissent se tenir debout dans la majeure partie de l'intérieur. La ventilation provenait de panneaux réglables à chaque extrémité et les espaces d'air naturel de l'acier ondulé prévenaient les problèmes de condensation qui affligeaient les tentes en toile. À l'armistice de novembre 1918, les forces britanniques avaient déployé plus de 100 000 baraques Nissen à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elles servaient de casernes, d'hôpitaux, de dépôts de ravitaillement et de postes de commandement, partout où l'armée avait besoin d'infrastructures instantanées. La documentation de conception que Nissen soumit au ministère de la Guerre en avril 1916 révéla pourquoi sa baraque surpassait toutes les alternatives. Les structures militaires traditionnelles s'appuyaient sur une charpente verticale, des poteaux, des poutres et des fermes qui devaient être coupées, ajustées et assemblées avec précision. Nissen élimina tout le concept de charpente. Ces feuilles ondulées courbes étaient autoportantes, ce qui signifiait que les murs et le toit étaient le même composant. Lorsque vous boulonniez une feuille à la suivante, vous n'ajoutiez pas seulement de la couverture. Vous créiez une intégrité structurelle. Chaque section de 16 pieds chevauchait la précédente de 3 pouces et les boulons traversaient 3 couches de métal, créant une coque continue qui distribuait le poids et la tension sur toute la surface. La séquence de construction était intentionnellement infaillible. Étape 1, poser des plaques de base en bois selon un contour rectangulaire.
Étape 2. Boulonner des nervures verticales en bois à ces plaques à intervalles de 7 pieds. Étape 3. Fixer la première feuille ondulée aux nervures et la boulonner à la base. Étape 4. Ajouter la feuille suivante en la chevauchant et en la boulonnant à la première. Répéter jusqu'à ce que le demi-cylindre soit complet. Étape 5. Installer les murs d'extrémité en bois qui venaient avec des portes et des cadres de fenêtres présuspendus. Temps d'assemblage total avec une équipe expérimentée, 72 heures, avec des troupes complètement novices, 4 à 5 jours. L'armée britannique testa cela à plusieurs reprises dans les camps d'entraînement de Douvres et Southampton tout au long de l'été 1916, chronométrant différentes unités pour établir des calendriers de déploiement fiables. Ce qui séparait le Nissen des imitations ultérieures était sa relation avec les matériaux disponibles. Nissen conçut autour de ce que la Grande-Bretagne pouvait réellement produire dans des conditions de guerre. Les feuilles d'acier ondulées étaient de calibre 26, assez épaisses pour résister aux dommages, mais assez minces pour que 3 hommes puissent porter une section sans assistance mécanique. Le rayon de courbure était précisément calculé pour que les rouleaux de tôle standard dans les usines britanniques puissent former la forme sans réoutillage. Chaque boulon était de 7/16e de pouce de diamètre, la même taille utilisée dans la construction navale, ce qui signifiait que les chaînes d'approvisionnement n'avaient pas besoin d'inventaire spécial. Les composants en bois, murs d'extrémité, plaques de base et nervures intérieures provenaient de n'importe quel bois disponible. Les spécifications de Nissen permettaient le pin, le chêne ou même du bois récupéré de bâtiments endommagés. L'adaptabilité sur le terrain rendait le système presque universel. En Mésopotamie, pendant 1917, les forces britanniques construisirent des baraques Nissen sans les murs d'extrémité en bois, utilisant plutôt des briques récupérées de villages en ruine. En Égypte, les unités d'ingénierie posèrent les bases directement sur le sable et utilisèrent des poteaux intérieurs coupés dans des palmiers locaux au lieu de bois d'œuvre sciés. Le principe fondamental demeurait. Ces feuilles ondulées courbes formeraient une coque étanche quoi que vous fassiez avec le reste. Une unité canadienne à la crête de Vimy en mars 1917 érigea une baraque Nissen pendant un bombardement actif, travaillant par quart de 30 minutes entre les barrages d'artillerie. La structure était opérationnelle en 18 heures, hébergeant immédiatement 40 blessés évacués de l'assaut de la crête. L'avantage de vitesse devint le plus évident en logistique. Un seul wagon plat ferroviaire pouvait transporter suffisamment de matériaux pour 8 baraques Nissen complètes, 48 feuilles d'acier ondulées, composants en bois et quincaillerie. Au camp militaire d'Étaples en France, les équipes de construction maintinrent un rythme record tout au long de 1917. Une baraque terminait toutes les 6 heures lorsqu'elle travaillait par rotation. En octobre 1917, Étaples avait grandi pour accueillir 100 000 soldats, presque entièrement logés dans des structures Nissen. La section hospitalière du camp seule contenait 300 baraques, fournissant des lits pour 12 000 patients. Lorsque l'offensive de printemps allemande frappa en mars 1918 et que soudainement 20 000 blessés supplémentaires avaient besoin d'abri, les équipes érigèrent 70 nouvelles baraques hospitalières en 11 jours. La marine des États-Unis envoya sa première équipe d'évaluation d'ingénierie en Grande-Bretagne en septembre 1940, 15 mois avant Pearl Harbor. Le commandant George F. Deroe, stationné au Bureau of Yards and Docks à Washington, avait des ordres explicites. Étudier les méthodes de construction temporaire britanniques et déterminer si elles pouvaient soutenir l'expansion militaire américaine. Deroe passa 6 semaines à visiter les bases de la RAF, les camps de l'armée et les installations de la Royal Navy à travers l'Angleterre et l'Écosse. Son rapport classifié déposé en novembre 1940 consacra 18 pages à la baraque Nissen. Il documenta les temps d'assemblage, les spécifications des matériaux et interrogea des officiers de construction britanniques qui les déployaient depuis 1916. La conclusion de Deroe fut directe. La baraque Nissen était la structure de terrain la plus rapide jamais conçue, mais les forces américaines auraient besoin de modifications. Les modifications commencèrent immédiatement après Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Le corps du génie civil de la marine choisit la station aéronavale de Quonset Point au Rhode Island comme site de développement parce qu'elle avait des projets de construction actifs et un accès ferroviaire direct pour expédier des prototypes. Le commandant John Barney Cyrus dirigea l'équipe de conception travaillant avec les spécifications que Deroe avait rapportées de Grande-Bretagne ainsi que les plans réels de baraques Nissen que le gouvernement britannique fournit dans le cadre des arrangements de pré-bail.
Le premier prototype américain émergea en février 1942 et il ressemblait au Nissen, mais portait des différences fondamentales qui affecteraient chaque unité construite par la suite. Les ingénieurs américains changèrent la logique structurelle, là où Nissen utilisait des feuilles ondulées comme éléments autoportants boulonnés directement ensemble. La conception Quonset introduisit un cadre en acier interne. Ce cadre consistait en arches d'acier courbes, essentiellement des nervures faites de profilés d'acier formés qui se tenaient indépendamment et supportaient les panneaux ondulés. Les panneaux ne portaient plus de charge structurelle. Ils étaient un revêtement attaché au cadre avec des vis auto-taraudeuses plutôt que des boulons traversants. Cyrus argumenta que cette approche créerait des bâtiments plus solides, capables de supporter des charges d'équipement plus lourdes et de fournir de meilleurs points d'ancrage pour les systèmes électriques et de plomberie. Il avait raison sur les deux points, mais il avait introduit une complexité que le Nissen évitait délibérément. L'exigence de cadre signifiait que les baraques Quonset arrivaient sur les sites de déploiement avec plus de composants nécessitant plus d'étapes d'assemblage. Un Quonset standard de 40 pieds nécessitait 14 nervures d'arches en acier, chacune pesant environ 90 livres, positionnées à des intervalles spécifiques et boulonnées à des plaques de fondation. Ce n'est qu'après que le cadre était complet que les équipes pouvaient attacher les panneaux ondulés. Les assemblages Nissen commençaient avec les panneaux eux-mêmes et construisaient vers l'extérieur. Cette différence philosophique, cadre d'abord versus panneau d'abord, ajoutait entre 12 et 18 heures au temps de construction selon les tests effectués à Quonset Point en mars 1942. Les officiers de la marine acceptèrent le compromis parce qu'ils priorisaient la permanence de la construction plutôt que la vitesse de déploiement. La doctrine de planification américaine supposait que la plupart des bases seraient occupées pendant des années, pas des semaines. Le Quonset incorpora également des caractéristiques absentes de la conception Nissen. L'isolation intérieure devint standard. Des couvertures de fibres de verre prises dans sandwich entre les panneaux d'acier et le revêtement intérieur en contreplaqué. Les conduits électriques furent intégrés dans le cadre pendant l'assemblage, plutôt que montés en surface par la suite. Les planchers en bois remplacèrent la terre tassée ou les caillebotis en bois du Nissen. Les fenêtres étaient plus grandes et incluaient des moustiquaires. Les portes utilisaient de la quincaillerie standard américaine, au lieu de charnières et verrous britanniques. Chaque amélioration avait du sens du point de vue du confort et de la fonctionnalité, et chacune ajoutait du poids, des composants et du temps d'assemblage. Un ensemble complet de baraques Quonset pesait environ 30% de plus que les matériaux Nissen équivalents, nécessitant plus de camions ou de wagons pour le transport. En mai 1942, la marine avait standardisé 3 tailles Quonset. 20 pieds de large, 40 pieds de large et le plus grand à 50 pieds de large. Les contrats de production allèrent à la George A. Fuller Company et à la Strand Steel Corporation, toutes deux expérimentées dans la construction en acier préfabriqué. Les premières unités produites en masse furent expédiées aux stations navales en juin 1942. Le cadre en acier qui définissait le Quonset créa une dépendance aux pièces que le Nissen n'avait jamais eue. Chaque nervure d'arche arrivait comme une pièce préformée de profilés d'acier, pliée aux rayons précis nécessaires pour cette taille particulière de baraque. Si une nervure était endommagée pendant l'expédition, pliée, fissurée ou avec des trous de boulons manquants, toute la géométrie du cadre pouvait échouer. Les baraques Nissen toléraient l'imperfection parce que les panneaux ondulés fléchissaient et s'ajustaient lorsque les équipes les boulonnaient ensemble. Les panneaux eux-mêmes corrigeaient les erreurs mineures d'alignement. Les nervures Quonset devaient s'aligner parfaitement avant que les panneaux extérieurs ne soient installés, ce qui signifiait que les équipes de construction passaient des heures à utiliser des niveaux, des fils à plomb et des rubans à mesurer pour s'assurer que chaque nervure se tenait à exactement 90 degrés de la fondation et correspondait au gabarit d'espacement. Le nombre de boulons racontait l'histoire de la complexité croissante. Une baraque Nissen de 16 pieds utilisait environ 200 boulons au total, principalement pour connecter les panneaux ondulés les uns aux autres et à la base en bois. Une baraque Quonset de 40 pieds nécessitait plus de 700 boulons et vis. 14 nervures d'arches boulonnées aux plaques de fondation utilisaient 6 boulons chacune, totalisant 84. Le contreventement croisé entre les nervures ajoutait 100 boulons supplémentaires. Fixer les panneaux ondulés au cadre avec des vis auto-taraudeuses signifiait 16 vis par panneau et un Quonset de 40 pieds utilisait environ 30 panneaux. Ensuite venait le travail intérieur.
revêtement en contreplaqué fixé aux nervures, fixation d'isolation, montage de boîtes électriques et solives de plancher boulonné à la fondation. Chaque fixation supplémentaire était une autre opportunité de retard de construction, lorsque les outils cassaient ou que la quincaillerie se perdait sur le terrain. Les méthodes de production américaines mettaient l'accent sur la standardisation, qui réduisait paradoxalement la flexibilité sur le terrain. Les composants Quonset étaient fabriqués selon des tolérances serrées dans des usines américaines, ce qui garantissait que les pièces s'assemblaient parfaitement dans des conditions contrôlées. Mais les zones de combat n'étaient pas des conditions contrôlées. Lorsque le 804e bataillon du génie de l'aviation arriva à Henderson Field sur Guadalcanal en janvier 1943, ils découvrirent que les conditions humides avaient causé la rouille de certaines nervures d'acier aux trous de boulon pendant la traversée du Pacifique. Les nervures ne pouvaient pas être modifiées ou remplacées par des matériaux locaux parce que toute la structure dépendait de ces arches précisément formées. Les ingénieurs durent attendre 3 semaines que les nervures de remplacement arrivent de Pearl Harbor, pendant que les troupes dormaient dans des tentes. Le système d'isolation, tout en offrant un confort supérieur, devint un goulot d'étranglement de construction. Les spécifications Quonset exigeaient que la ouate de fibre de verre soit installée entre l'extérieur ondulé et le revêtement intérieur en contreplaqué. Cela signifiait que les équipes devaient travailler en 3 étapes. Ériger le cadre, fixer les panneaux extérieurs, puis retourner à l'intérieur pour installer l'isolation et les murs intérieurs. Les baraques Nissen étaient une construction à étape unique. Une fois que les panneaux ondulés étaient montés, la structure était complète et habitable. Les améliorations intérieures venaient moins plus tard, si le temps et les matériaux le permettaient. Au camp Endicott de la marine à Davisville, Rhode Island, où les bataillons CB s'entraînaient en 1943, les instructeurs chronométrèrent les 2 systèmes. Une équipe expérimentée pouvait terminer une baraque de style Nissen en 48 heures. La même équipe avait besoin de 96 heures pour un Quonset comparable avec isolation complète et finition intérieure. L'intégration électrique ajouta une autre couche de pré-planification qui ralentit le déploiement sur le terrain. Les baraques Quonset venaient avec des chemins de conduit intégrés dans le cadre, ce qui signifiait que les électriciens devaient travailler simultanément avec les équipes de construction plutôt qu'après que la structure soit complète. Dans les stations aéronavales avec des entrepreneurs électriques abondants, cette construction parallèle fonctionnait efficacement. Mais dans les zones de combat avancées avec un personnel limité, avoir des électriciens occupant le site de travail pendant que les équipes structurelles boulonnaient encore les nervures ensemble créait des conflits d'horaires. Le 6e bataillon de construction navale dans les îles Salomon a signalé en avril 1943 que les exigences électriques retardèrent l'achèvement moyen des Quonset de 2 jours complets, parce que les électriciens qualifiés alternaient entre plusieurs sites de construction. Le système de plancher représentait peut-être la pénalité de vitesse la plus importante. Les huttes Nissen n'avaient pas de plancher intégré. Les troupes posaient entre des cahiers bâtis en bois ou coulaient entre du béton après que la structure était montée. Les spécifications Quonset nécessitèrent des solives de plancher traités sous pression, un sous-plancher en contreplaqué et un plancher en bois fini, tous installés pendant la construction initiale. Cela gardait l'intérieur propre et confortable, mais ajoutait une phase complète de travail de menuiserie. Lorsque le général de division George Patton et sa force opérationnelle occidentale débarquèrent près de Casablanca le 8 novembre 1942, ses officiers d'approvisionnement portèrent des ordres pour une construction immédiate de camps pour soutenir 35 000 troupes. Le plan d'invasion allouait de l'espace pour des huttes Quonset expédiées de Virginie, mais les conditions de combat forcèrent les commandants de terrain à faire des calculs que la marine n'avait pas testés à Quonset Point. Le lieutenant-colonel Paul Thompson, commandant le 16e bataillon du génie, regardait ses équipes lutter avec la structure en acier dans un sable qui ne retenait pas les boulons d'ancrage. Les plaques de fondation conçues pour un sol ferme ou des dalles de béton se tordaient lorsqu'elles étaient serrées parce que le sable côtier marocain se comprimait de manière inégale. Le rapport après-action de Thompson déposé en décembre 1942 notait que ces équipes avaient besoin de 4 jours par hutte Quonset, la plupart du temps perdu à stabiliser les fondations et à caler les nervures du cadre pour compenser le tassement inégal. Les forces britanniques dans le même théâtre nord-africain déployaient simultanément des huttes Nissen qu'elles avaient expédiées d'Alexandrie.
La 512e équipe spécialisée du Génie royal installa un hôpital de campagne à l'extérieur d'Alger à partir du 12 novembre 1942. Travaillant avec des ouvriers algériens locaux qui parlaient un anglais minimal, l'équipe acheva 16 huttes Nissen en 9 jours. Leur technique élimina entièrement les fondations. Ils posèrent des traverses de chemin de fer directement sur du sable nivelé, boulonnèrent les panneaux ondulés à ces traverses et stabilisèrent tout avec des bermes de sable empilées contre la base extérieure. Lorsque des tempêtes de vent frappèrent fin novembre, plusieurs huttes Quonset en construction basculèrent parce que leur cadre n'était pas encore revêtu de panneaux. Les structures Nissen, déjà complètes avec leurs coques autoportantes, restèrent debout. Le théâtre du Pacifique exposa des différences encore plus marquées à Guadalcanal. La première division de Marines commença à recevoir des huttes Quonset en février 1943, après des mois de combat dans des camps de tentes boueux. Le sergent d'artillerie Robert Leckie, dont les mémoires documentèrent la campagne, décrivit avoir regardé des équipes de construction travailler dans une chaleur de 100 degrés avec 80% d'humidité. Les composants de la structure en acier étaient trop chauds pour être manipulés à main nue dès le milieu de la matinée. Les équipes travaillaient selon des horaires abrégés, de l'aube jusqu'à 10 heures, puis du soir jusqu'à la nuit, ce qui étirait les estimations de construction de 5 jours en réalité de 2 semaines. Pendant ce temps, les forces australiennes, soutenant les opérations depuis Port Moresby, utilisèrent des huttes de modèle Nissen fabriquées à Sydney. Les archives de production de guerre australiennes montrent que ces versions simplifiées éliminaient même les murs d'extrémité en bois en utilisant de l'acier ondulé partout, et les équipes de construction signalaient des temps d'assemblage moyens de 36 heures. Le timing importait le plus pendant l'expansion rapide de base. Lorsque l'amiral Chester Nimitz ordonna le développement de l'atoll de Funafuti dans les îles Ellice en mars 1943, les planificateurs de la marine avaient besoin de logements pour 5000 personnes dans les 60 jours. Le 2e bataillon de construction navale arriva avec à la fois des matériaux Quonset et quelques huttes Nissen britanniques acquises par les canaux d'approvisionnement du Commonwealth. Le commandant du bataillon, le capitaine de corvette Joseph Blunden, divisa ses équipes pour tester les 2 systèmes dans des conditions identiques d'atoll corallien. Son rapport officiel, en mai 1943, fournit des chiffres exacts. Les huttes Nissen faisaient en moyenne 54 heures du premier bois de fondation à la structure achevée. Les huttes Quonset faisaient en moyenne 91 heures, l'écart étant attribué principalement aux exigences d'alignement du cadre et de finition intérieure. La différence de vitesse devint critique pendant les expansions d'urgence. Après la bataille de Midway, en juin 1942, la marine avait besoin d'une capacité hospitalière immédiate à Pearl Harbor pour les blessés entrants. L'hôpital existant ne pouvait pas accueillir l'afflux, alors les bataillons de construction érigèrent des bâtiments de service temporaires adjacents à l'installation principale. L'utilisation de huttes Quonset avec leurs fondations requises, leur cadre et leur système intérieur aurait signifié un calendrier de construction de 2 semaines. Au lieu de cela, les équipes utilisèrent une approche hybride. Des coques ondulées de style Nissen, érigées en 3 jours avec équipement médical intérieur installé par la suite. Ces services d'urgence restèrent en service jusqu'en 1944, abritant plus de 2000 patients pendant leur période opérationnelle. La résistance aux intempéries révéla des compromis inattendus. L'isolation Quonset gardait les intérieurs confortables dans la chaleur et le froid extrême, mais l'assemblage complexe des murs créait des pièges à humidité. Dans les îles Aléoutiennes, pendant 1943, où le brouillard et la pluie étaient constants, les huttes Quonset isolées développèrent de la condensation entre l'acier extérieur et le contreplaqué intérieur, conduisant à la rouille et à la moisissure. Les huttes Nissen, avec leur construction à couche unique et ventilation naturelle à travers les espaces d'ondulation, restèrent plus sèches malgré être moins confortables. La capacité industrielle américaine transforma le Quonset en un phénomène de production de masse que le Nissen artisanal ne pouvait jamais égaler. En juillet 1943, l'usine de la Strand Steel Corporation à Richmond, Indiana, produisait 200 ensembles complets de huttes Quonset par jour, les expédiant vers les 2 côtes pour le déploiement dans le Pacifique et en Europe. L'usine de la George A. Fuller Company, en Pennsylvanie, ajoutait 150 unités de plus par jour. Ce volume de production, plus de 100 000 huttes par an, nécessitait une standardisation si rigide que chaque composant devait être interchangeable sur toutes les unités.
Une nervure en acier fabriquée en janvier 1943 devait s'adapter parfaitement aux panneaux et à la quincaillerie fabriquée en août 1944. Les usines américaines ont atteint cette précision grâce au formage à matrice et à la production basée sur gabarit que l'approche artisanale britannique de la fabrication Nissen n'a jamais tenté. La philosophie de standardisation s'étendait au-delà des simples dimensions physiques. Les huttes Quonset venaient en exactement 3 largeurs, 20, 40 et 50 pieds, avec des longueurs par incrément de 10 pieds. Cette approche modulaire signifiait que les officiers de logistique pouvaient calculer les exigences d'expédition avec précision. Un wagon-plat standard de 40 pieds transportait un ensemble complet de 40 par 20. Les navires de transport allouaient l'espace de cargaison en incréments d'unités Quonset. Les dépôts d'approvisionnement stockaient des pièces de rechange, sachant que toute nervure d'arche de 20 pieds s'adaptait à toute hutte de 20 pieds, quelle que soit la date ou le lieu de fabrication de l'une ou l'autre. Le système éliminait l'improvisation qui rendait les huttes Nissen flexibles, mais aussi les rendait incohérentes. La comptabilité analytique révéla où les priorités d'ingénierie américaine divergèrent de l'opportunisme britannique. En 1943, une hutte Quonset complète de 40 par 20 coûtait à la marine environ $850, y compris tous les matériaux, la quincaillerie, l'isolation, les composants électriques et le plancher. Une hutte Nissen comparable, basée sur les registres de production britannique de 1918, coûtait environ $230 en devise 1943, ajustée pour l'inflation. Le confort supérieur et les systèmes électriques du Quonset justifiaient le prix plus élevé dans la doctrine d'approvisionnement américaine, mais cette augmentation de coût de 300% importait de manière significative lors de la multiplication sur des milliers d'unités. La dépense totale américaine sur la production de Quonset dépassait $140 millions à la fin de la guerre. Les chiffres de volume de production racontèrent des histoires concurrentes sur le succès. Les États-Unis fabriquèrent environ 170 000 huttes Quonset entre 1941 et 1946, une moyenne de 34 000 par an. La Grande-Bretagne produisit environ 100 000 huttes Nissen, juste pendant la Première Guerre mondiale entre 1916 et 1918, faisant en moyenne 50 000 par an avec une infrastructure industrielle bien moindre. La différence n'était pas la capacité de fabrication, c'était la complexité de conception. Les huttes Nissen nécessitaient des tôles ondulées, des fixations de base et du bois brut. N'importe quelle installation de tôlerie pouvait produire des composants. Les huttes Quonset nécessitaient un formage d'acier spécialisé pour les nervures d'arche, une découpe à matrice précise pour les trous de montage de panneaux et une coordination entre les fournisseurs d'isolation, les fabricants de composants électriques et les scieries. Les compromis d'ingénierie devinrent les plus visibles dans l'adaptabilité. Après la construction initiale, les huttes Quonset pouvaient être améliorées. Les équipes pouvaient ajouter des murs de séparation, installer des systèmes de chauffage, ajouter des circuits électriques supplémentaires et monter du matériel lourd sur la structure en acier. Ces capacités les rendaient appropriées pour des installations permanentes comme des bases d'entraînement nationales et des quartiers généraux d'échelon arrière. La station aéronavale d'Alameda en Californie reçut plus de 400 huttes Quonset en 1943, qui servirent d'ateliers, de salles de classe et de bureaux administratifs. Beaucoup restèrent en service jusqu'à la fermeture de la base en 1997, certaines pendant plus de 50 ans. Cette longévité valida l'approche américaine pour les installations où la permanence importait plus que la vitesse de construction. Mais la structure qui permit ces améliorations devint un handicap dans l'utilisation temporaire sur le terrain. Lorsque la 43e division d'infanterie se déplaça de Guadalcanal à Nouvelle-Géorgie en juin 1943, ils ne purent pas démonter et transporter leurs huttes Quonset. Les nervures en acier, une fois boulonnées ensemble, étaient difficiles à séparer sans endommager les filetages. Les panneaux vissés pouvaient être retirés, mais sans la structure, ils étaient inutiles. Toute l'infrastructure du camp, 42 huttes Quonset, resta derrière, abandonnée. Les huttes Nissen se démontaient presque aussi rapidement qu'elles se montaient parce que les panneaux boulonnés se séparaient proprement et pouvaient être réutilisés ailleurs. Les forces britanniques déplaçaient régulièrement les camps Nissen, déplaçant les mêmes structures de l'Égypte à l'Italie à la Grèce au fur et à mesure que les lignes de front se déplaçaient. La vraie divergence entre les héritages Nissen et Quonset
apparu non pendant la guerre mais dans la décennie suivante. Lorsque la Seconde Guerre mondiale se termina en août 1945, l'armée américaine se retrouva avec environ 70 000 huttes Quonset excédentaires, dispersées à travers les bases nationales qui fermaient rapidement. L'administration des actifs de guerre, chargée de liquider l'excédent militaire, commença à vendre des huttes Quonset complètes aux civils en 1946 pour des prix entre 200 et 600 $, selon la taille et l'état. Cette même année, plus de 15 000 Quonset furent achetés par des agriculteurs, de petites entreprises et des familles désespérées de logement à travers l'Amérique. Le plancher intégré de la hutte, l'isolation et les systèmes électriques les rendaient immédiatement habitables comme maisons, ateliers ou bâtiments de stockage. Cette adoption civile créa un phénomène architectural américain qui dura des décennies. Traversez l'Iowa rural, le Kansas ou le Nebraska aujourd'hui, et vous verrez encore des huttes Quonset servant de hangars à machines et de stockage de grains. Les petits aéroports à travers le Midwest les utilisaient comme hangars jusque dans les années 1970. L'Université de l'Illinois logea les vétérans de retour dans un village Quonset de 1946 jusqu'en 1972. 260 huttes fournissant un logement familial temporaire qui devint semi-permanent parce que rien ne les remplaça. Ces structures réussirent dans l'usage civil précisément à cause des caractéristiques qui ralentissaient leur déploiement sur le champ de bataille. L'isolation les gardait confortables toute l'année. La structure solide supportait des étagères, des palans d'équipement et des modifications. Les intérieurs finis acceptèrent des plaques de plâtre et de la peinture pour ceux voulant des apparences conventionnelles. La Grande-Bretagne prit l'approche opposée avec les huttes Nissen après 1945. L'armée les voulait parties parce qu'elles symbolisaient l'austérité en temps de guerre. Des milliers furent démontés avec les panneaux ondulés, vendus comme ferraille pendant la pénurie d'acier d'après-guerre. Certaines trouvèrent un usage civil. Les fermes dans le Yorkshire et l'Écosse les convertirent en granges à moutons et en stockage d'équipements. Mais le gouvernement britannique découragea activement la rétention civile parce qu'il voulait distancier l'identité nationale de l'architecture temporaire en temps de guerre. En 1955, la plupart des huttes Nissen avaient disparu de Grande-Bretagne, sauf sur des champs de tir militaires éloignés et des propriétés agricoles où la praticité l'emportait sur l'esthétique. Les rares exemples survivants aujourd'hui sont soit préservés comme artefacts historiques, soit cachés sur des terres privées où les propriétaires valorisent le stockage résistant aux intempéries plus que l'apparence. L'établissement architectural traita les deux conceptions avec dédain qui révéla des préjugés de classe sur la construction temporaire. Les revues d'architecture américaines, dans les années 1950, mentionnèrent rarement les huttes Quonset, sauf pour les condamner comme plaies visuelles. Frank Lloyd Wright aurait prétendument appelé cela des abris métalliques pour cochons impropres à l'habitation humaine. Les architectes britanniques furent encore plus durs sur les huttes Nissen avec une publication de 1948 du Royal Institute of British Architects, les décrivant comme des embarras ondulés qui devraient être éliminés du paysage aussi rapidement qu'économiquement faisable. Cette hostilité professionnelle ignora la réalité pratique que les deux conceptions avaient abrité des millions de personnes efficacement et économiquement quand les alternatives n'existaient pas. Les nations du Commonwealth développèrent leurs propres variantes qui revenaient souvent au principe Nissen. La reconstruction d'après-guerre de l'Australie incluait des huttes simplifiées à toit courbé qui éliminaient la complexité de structures américaines. Ces structures utilisées pour le logement des immigrants et l'infrastructure éloignée jusque dans les années 1960 privilégiaient la vitesse et le coût plutôt que les caractéristiques de confort. Le ministère de la Défense nationale du Canada continua à fabriquer des huttes de modèle Nissen pour les bases nordiques, où le froid extrême rendait les Quonset isolés impraticables. La construction métallique à couche unique empêchait le givrage catastrophique de barrages de glace qui affligeaient les toits Quonset lorsque les charges de neige dépassaient les limites de conception. L'armée finit par dépasser les deux conceptions. À l'époque de la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient développé un logement modulaire conteneurisé qui pouvait être transporté par hélicoptère et assemblé encore plus rapidement que les huttes Nissen. Ces systèmes utilisaient des structures en aluminium et des panneaux en tissu pesant une fraction de la construction en acier. Les opérations militaires modernes utilisent des abris conteneurs extensibles qui se déploient en heures.
Mais ces solutions de haute technologie coûtent exponentiellement plus cher. Un système d'abri militaire actuel coûte 50 000 $ comparé aux 850 $ qu'un Quonset coûtait en 1943. Lorsqu'ajustés pour l'inflation, les systèmes modernes coûtent environ 6 fois plus par pied carré que leurs prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale, tout en fournissant une fonctionnalité similaire. La leçon fondamentale intégrée dans l'histoire Nissen contre Quonset est que la logistique militaire ne bénéficie pas toujours de l'amélioration de l'ingénierie. Peter Nissen créa sa hutte en posant une question. Quel est le minimum absolu nécessaire pour garder les soldats, au sec et vivants ? Sa réponse, du métal ondulé, courbé, boulonné ensemble, ignora tous les principes de construction conventionnelle. Pas de fondation, pas de charpente, pas de main-d'œuvre qualifiée requise, juste des feuilles de métal et des boulons. Cette simplicité impitoyable signifiait qu'un sergent et 5 fantassins épuisés pouvaient construire un abri en 72 heures pendant qu'ils étaient sous le feu d'artillerie. Les ingénieurs américains qui ont conçu le Quonset ont posé une question différente. Comment pouvons-nous rendre cela plus confortable et permanent ? Leur réponse était objectivement une meilleure architecture, mais pratiquement un pire abri d'urgence. Cette tension entre optimal et adéquat apparaît tout au long de l'histoire militaire. Le fusil M, un Garand, était supérieur au Springfield à verrou de toutes les manières mesurables, mais il était aussi plus lourd, plus complexe et nécessitait plus d'entretien. Les chars Sherman étaient mécaniquement fiables, mais sous-blindés comparés aux Panthers allemands. Les forces américaines ont gagné avec un équipement adéquat, déployé en nombres écrasants, plutôt qu'un équipement parfait déployé lentement. Le Quonset a suivi ce schéma. C'était un meilleur abri que le Nissen, mais les armées avaient besoin d'abris plus rapidement qu'elles n'en avaient besoin de meilleurs. Lorsque la première division de Marines combattait dans la boue de Guadalcanal, fin 1942, avoir une structure étanche en 3 jours aurait compté plus qu'avoir une structure isolée et électrifiée en 10 jours. La doctrine militaire moderne a largement oublié le calcul vitesse contre qualité que la Seconde Guerre mondiale imposait constamment. Les normes actuelles de construction militaire américaine supposent que l'infrastructure sera en place avant les déploiements majeurs de troupes, que les lignes d'approvisionnement seront sécurisées et que la construction peut se faire sans interférence ennemie. Ces hypothèses se sont avérées vraies en Irak et en Afghanistan, où les forces américaines contrôlaient l'espace aérien et avaient des mois pour construire des bases opérationnelles avancées. Mais elles ne tiendraient pas dans des scénarios de conflit entre pairs où la logistique contestée et les changements de position rapides reflètent davantage les conditions de la Seconde Guerre mondiale que les récentes opérations de contre-insurrection. Le corps des Marines a reconnu cette lacune en 2019, lorsqu'ils ont réintroduit les opérations de base avancée expéditionnaires, réapprenant essentiellement la leçon que la vitesse de déploiement compte plus que le confort des installations. La différence de philosophie d'ingénierie s'étend au-delà des applications purement militaires. La construction moderne partout privilégie la complexité, plutôt que la simplicité. Les codes du bâtiment exigent des systèmes électriques, des normes d'isolation, des spécifications de fondation et des dizaines d'autres caractéristiques qui rendent les structures meilleures, mais plus lentes et plus coûteuses à construire. Cela a parfaitement du sens pour les bâtiments permanents, mais crée des problèmes pour les interventions d'urgence. Après l'ouragan Katrina en 2005, la FEMA avait besoin d'un abri immédiat pour des milliers de familles déplacées. Le logement temporaire qu'ils ont fourni, de petites maisons préfabriquées, nécessitait des fondations en béton, des raccordements au service public et prenait des semaines à installer par unité. Les structures de style Nissen auraient pu être érigées en quelques jours en utilisant uniquement l'infrastructure existante de la zone dévastée, fournissant un abri immédiat pendant que la reconstruction permanente se poursuivait. Les 170 000 huttes Quonset que l'Amérique a produites représentaient une véritable réalisation industrielle et ont fourni un abri pour des millions de membres du personnel à travers tous les théâtres. Elles ont bien servi dans leur rôle prévu d'infrastructure de base semi-permanente, mais elles ne pouvaient pas égaler ce que 6 soldats britanniques ont accompli en 1916. Construire un abri étanche en 3 jours avec rien d'autre que des outils manuels et de la détermination. Cette capacité, cette vitesse, cette simplicité brutale était la véritable innovation. Le Quonset a amélioré tout ce qui concernait le Nissen, sauf la seule chose qui comptait le plus au combat, sortir les soldats de la boue et les mettre à l'abri avant que le prochain bombardement ne commence. Les huttes incurvées en tôle ondulée encore debout à travers les terres agricoles,
et les anciens sites militaires sont des monuments à différentes philosophies. Les Quonset survivants prouvent que l'ingénierie américaine les a rendus suffisamment durables pour durer plus longtemps que leur objectif prévu. Les huttes Nissen disparues ont prouvé que l'ingénierie britannique les a rendus suffisamment simples pour que les armées puissent les construire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelles conditions, puis les abandonner sans regret lorsque les lignes de front avançaient. Les deux approches ont fonctionné, mais une seule pouvait être construite pendant que les obus tombaient encore. Et c'est la différence entre le succès architectural et la nécessité du champ de bataille.